La question de l'eau est l'une des questions les plus difficiles de notre temps. L'eau est associée à la vie et n'est pas le produit venant de la main de l'homme. Elle est multidimensionnelle, complexe et en interaction avec d'autres ressources naturelles, les différents milieux et les communautés. Historiquement, la gestion et la valeur de l'eau sont indissociables du développement matériel et spirituel de toutes les civilisations. Elle retient toujours l'attention de la communauté internationale qui la qualifie aujourd'hui de priorité et de clé pour le développement durable. Pourtant, pendant que l'offre baisse et que la demande augmente, une personne sur 4, soit 1,5 milliard d'habitants, n'a pas accès à l'eau potable selon l'Alliance Maghreb-Mashrek pour l'eau au Maroc. Pour l'OMS, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Selon la même source, en 2050, 9 milliards d'humains devront être approvisionnés en eau potable. Si l'on fait le ratio entre la quantité d'eau douce et la population mondiale, on constate que la disponibilité en eau est en moyenne suffisante. Le visage de la nature, l'eau, l'or bleue, a double défi. On a vu nos parents lutter pour améliorer notre quotidien. Le progrès s'était consommé, on a même lancé des fusées pour toujours plus loin. Inconscient du prix à payer, car juste sous nos pieds, il était abîmé. Aujourd'hui les temps ont changé, car même l'eau va manquer, même l'eau va manquer. L'eau est une ressource indispensable à la vie. 97% de l'eau se trouve dans les océans et les mers qui constituent l'hydrosphère. Symbole de la vie, l'eau a toujours été associée à la fécondation et à des promesses de récoltes abondantes dans toutes les civilisations. Comment les citoyens définissent l'eau? Un tour sur l'astre Cotonou-Abomey-Calavi a permis de recueillir la définition de certains citoyens. L'eau, c'est un liquide incolore, inodore, sans couleur, qui vient de la nature. Bon, l'eau, c'est un liquide incolore, inodore. Pour moi, l'eau, c'est la source de vie, c'est-à-dire c'est l'élément le plus fondamental de la vie, parce que sans l'eau, il n'y a pas la vie. L'eau, c'est la substance qui permet donc à l'homme de vivre et de se tenir debout. L'eau, ressource naturelle, revêt plusieurs fonctions, dont celle de suivi, de sauvegarde, de lien social entre les communautés. Quelle définition les spécialistes donnent à l'élément eau? Euloge Abossou, directeur de l'Institut national de l'eau du Bénin, répond. L'eau, c'est le fluide de la vie. C'est un corps composé d'oxygène et d'hydrogène. Cette composition chimique de l'eau lui confère un certain nombre de propriétés. Des propriétés de fluidité, des propriétés d'absorption. L'organisme est composé de près de 60 à 65% d'eau quand nous sommes adultes. Mais enfant, l'organisme humain est composé à près de 90% d'eau. Vous voyez donc l'importance de l'eau. L'eau, dans le corps humain, est un véhicule. C'est un solvant. C'est l'eau qui permet les multiples réactions que nous avons dans notre organisme humain. Nous utilisons l'eau pour tout. Et sans eau, nous n'existons pas. Pour satisfaire leurs besoins en eau, les citoyens font recours à différentes sources. Certains nous parlent ici de leurs sources d'approvisionnement en eau. Il y a le puits, après il y a l'eau de la Sonnette, qui est l'eau de pompe qu'on boit. L'eau du puits, ça sert à faire la lessive, la vaisselle, à se laver. Ici à Abomey-Calavi, c'est vrai, nous avons des pompes, c'est-à-dire de Sonem. Après ça, il y a quelques forages de puits qui ont été creusés. Et parfois, quand il y a coupure d'eau, nous allons nous en procurer. Voici respectivement les réponses de Euloge Abossou, directeur de l'Institut national de l'eau, et de Daouda Maman, directeur adjoint du même institut, sur les sources d'approvisionnement en eau possibles au Bénin. On a les mares, on a les étangs, on a les retenues collinaires que nous appelons les barrages, nous avons l'eau souterraine, nous avons les rivières. On prend l'eau de rivière qu'on traite et on peut donner à boire aux gens. Normalement, dans le cadre de l'hydraulique pastorale, nos animaux ne devaient pas prendre n'importe quelle eau. Les animaux devraient aussi boire de l'eau d'une certaine qualité. Malheureusement, compte tenu de nos moyens financiers, nous donnons n'importe quelle eau
eau aux animaux. Oh, si les animaux prennent de la mauvaise eau, ils vont tomber malades. On n'aura pas le rendement qu'il faut. Donc nos cheptels seront toujours maigres. Ils ne seront pas gros et gras et n'auront pas le prix qu'il faut. Donc là aussi, nous devons repenser à un certain nombre de choses. Donc l'hydraulique pastorale nous permet de cadrer, de dire à les animaux, voilà la qualité d'eau qu'ils doivent prendre. Les différentes sources d'approvisionnement en eau, ça dépend des usages. Si nous prenons les plus grands usages que nous connaissons, c'est l'eau pour la boisson, et vous avez l'eau pour l'agriculture, vous avez l'eau pour l'électricité, vous avez l'eau pour le bétail, etc., etc. Donc pour ce qui concerne la consommation, la source la plus importante qui est utilisée au Bénin, c'est l'eau souterraine. Mais dans certaines contrées, cette source ne suffit pas pour satisfaire les populations. C'est le cas des zones de socle à partir de Savalo, Dassa et autres. Là, on fait recours à l'eau de surface avec les barrages. Parakou est alimenté par un barrage, Savalo également, et Savé et autres. Y a-t-il une différence entre l'eau des puits et l'eau servie par la Société nationale des eaux du Bénin, la SONEB, suivant l'avis de certains citoyens sur la question? Ils disent que l'eau de robinet c'est traité, mais celle du puits ce n'est pas traité, c'est ce qu'ils disent. Mais d'après les analyses, d'aucuns disent que l'eau de puits est la plus propre que celle du robinet, parce que ce qui sort du robinet, est vrai, il y a des produits chimiques qui ont été mélangés avec ça, et ils savaient que ces produits chimiques sont toxiques aussi, mais celle qui sort du puits c'est naturel. Bien sûr que oui, il y a une grande différence. L'eau du puits, elle est naturelle. Elle est sans substance. Au niveau de la SONEB, il y a un traitement de l'eau. L'eau n'est pas en fait brute. L'eau que nous prenons de la part de la SONEB, elle n'est pas brute. Mais l'eau qui provient du puits, elle est brute, elle est naturelle. Et le goût, il est différent de celui de l'eau de la SONEB. C'est pas la même chose. La belle preuve, quand vous prenez l'eau du campus et que vous sortez d'ici, vous allez à Cotonou, vous voyez que le goût est différent. Donc on comprend en fait que le traitement qui est fait à Calavi n'est pas donc le même qu'à Cotonou. Eloge Agbossou et Daouda Maman répondent à la question avec leur regard de spécialistes en eau. Dans les latrines, il y a des infiltrations. Ces infiltrations peuvent aller polluer le puits que vous avez mis dans votre maison. Il y a une distance à respecter entre la latrine et le point d'eau. Au moins 40 mètres. Il y en a qui respectent que 20 mètres. Mais vous voyez que les carrés, c'est 25 sur 25 des fois. Donc ça ne respecte pas toujours les normes de potabilité de l'eau. Et on s'étonne parce que nous avons des latrines, ça s'infiltre et ça va un peu contaminer l'eau. C'est peut-être ça qui donne le bon goût à l'eau. La commune d'Abomey-Calavi, qui abrite la première et la plus grande université du Bénin, n'est pas un bon exemple en matière de disponibilité en eau. Eloge Agbossou, directeur de l'Institut national de l'eau, explique. Calavi, en général, nous sommes dans une situation bizarre. Parce que c'est à Calavi qu'il y a les forages pour la SONEB. La distribution de l'eau par la SONEB n'est pas achevée dans Calavi. Parce que Calavi était une ville secondaire par rapport à Cotonou. Les efforts ont été faits sur Cotonou et Porto-Novo. Donc c'est maintenant qu'il y a l'extension de la distribution de l'eau potable dans Calavi. Néanmoins, il y a les forages et les puits à grand diamètre qui ont été faits par les particuliers dans leur maison et les gens se servent de cette eau. Normalement, on devait faire une analyse de cette eau chaque année. Parce que généralement, c'est des puits ouverts. Les gens ne prennent pas soin de fermer. Donc, on peut avoir des éléments qui vont tomber dans cette eau. Sinon, par principe, du fait que c'est une eau souterraine, compte tenu de la géologie, de la masse de sol qui a été traversée par cette eau, elle est normalement potable. Mais quels sont les éléments minéraux qui constituent cette eau? Donc, normalement, des analyses doivent être faites pour dire, l'eau de tel puits a telle qualité, mais en principe, en général, cette eau est bonne. Est-ce qu'elle a atteint le taux de potabilité exigé par le pays? C'est pour ça que dans certaines concessions, il y a les gens du ministère de la Santé qui amènent des composés, dont le chlore, pour un peu purifier cette eau. Je crois que par rapport à ça, on peut dire que l'eau, quand même, dans la ville d'Abomey-Calavi, elle est en général potable. Toutefois, ceux qui ont des puits chez eux devraient faire des analyses annuelles pour vérifier cette potabilité. Ce que on ne fait pas souvent. L'eau est potable quand elle est pure, quand elle ne contient pas de germes pathogènes, quand elle n'a pas de matières organiques en suspension. Donc, quand elle ne peut pas rendre malade. Ça, c'est
la définition au point de vue de l'OMS. Compte tenu des moyens que chaque pays a, il y a un certain nombre de normes que l'OMS a définies. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de cette norme-là, on dit que l'eau est potable. Ces normes-là, c'est des fourchettes. Donc, les pays les plus avancés ont les normes les plus fortes. Les autres pays moins avancés sont en dessous, un peu en dessous de ça, mais dans la fourchette. Donc, il y a des pourcentages par rapport aux concentrations, par rapport à un certain nombre de germes qu'on ne doit pas rencontrer. Mais si ça existe suivant une certaine norme, on admet que pour ce pays-là, l'eau est potable. Voilà. Donc, l'eau que nous considérons au Bénin ici comme potable, pour un Américain, cette eau peut ne pas être potable parce que le niveau d'organisation des Américains, leur niveau de vie est tel que ils ont repoussé la norme le plus loin possible. Mais on est tous d'accord que l'eau ne doit pas porter des germes pathogènes, ne doit pas porter de matière en suspension. Maintenant, il y a certains pays, il y a le goût. Vous allez voir que nos parents, quand ils viennent du village et qu'ils viennent à Cotonou, ils trouvent que l'eau de Cotonou n'a pas bon goût parce qu'ils sont habitués à une certaine eau. Il y a les qualités organoleptiques de l'eau qui diffèrent d'un pays à l'autre. Mais ce ne sont pas les éléments fondamentaux. L'eau est pure si elle n'a pas de germes pathogènes, pas de matière en suspension et elle doit être normalement incolore. Donc il n'y aura pas de turbidité. Mais cette turbidité a une certaine norme dans laquelle on doit évoluer. Daouda Maman, directeur adjoint de l'Institut, ajoute. Les analyses et les travaux qu'on a eu à faire dans la zone de Calavi montrent qu'au niveau physico-chimique, il n'y a pas de problème. C'est qu'au niveau bactériologique, le comportement, l'hygiène des habitants concourt à contaminer cette eau-là. Je vous donne un exemple. Le contenant n'est pas lavé et c'est laissé à l'air libre. La puisette est enlevée, c'est déposé au sol et c'est remis. Donc tous ces éléments concourent à ajouter les germes pathogènes qui font que même si au départ ça ne devait pas être c'était une eau consommable et tout ça, de par ces contaminations, de par l'hygiène qui n'est pas bien tenue, on contamine nous-mêmes l'eau. Je vous donne juste un exemple, l'eau de forage qui est potable et le fait de puiser et d'aller lors du transport seul, on constate des contaminations bactériennes. L'eau n'est pas seulement indispensable à la vie, elle est aussi un facteur de production industrielle et agricole. Elle est source d'énergie. Elle sert de support à la navigation, à des activités ludiques. Quels sont les différents usages de l'eau par les populations? Certains citoyens rencontrés sur l'AS Cotonou-Abomey-Calavi se prononcent sur la question. On boit l'eau, on peut faire la lessive avec, la vaisselle. Ça sert à beaucoup de choses, à préparer, tout ça. Il n'y a pas le truc là, on fait, il n'y a pas l'eau là-dedans. On ne peut pas vivre sans l'eau. L'eau, c'est indispensable à la vie, quoi. On ne peut pas vivre sans l'eau. On ne peut pas. En fait, l'eau, ça nous sert à beaucoup de choses. Il faut qu'on la boive quand on a soif, se laver. Ça nous sert aussi dans la cuisine, c'est-à-dire préparer des différents mets. Entre la pénurie et le déluge, l'eau nécessaire à l'homme ne se trouve pas forcément là où il faut, ni au moment où il faut, ni avec la quantité que l'on souhaiterait. Quelles sont les structures qui gèrent l'eau respectivement en milieu urbain et en milieu rural au Bénin? Eloge Abossou. En milieu urbain, c'est la SONER qui a en charge de donner de l'eau aux populations. Elle arrive tant bien que mal à ça. Dans certains milieux, elle part de l'eau de surface qu'on en traite et c'est le cas de Parakou, le cas de Savalou, le cas de Djougou et autres. Dans certaines zones villes, c'est les forages profonds, 60 à 100 mètres, qu'on prend et on distribue après un petit traitement. Ils font des analyses. Qu'est-ce qui manque à l'eau souterraine? Bien qu'est-ce qu'il y a de trous et on l'équilibre et on peut distribuer. En milieu rural, c'est la DGO, la Direction Générale de l'eau, qui s'occupait de ça, qui faisait les forages équipés de pompes à motricité humaine. Et les populations rurales prenaient cette eau. Avec la décentralisation, il y a l'affermage. On confie la gestion de l'eau aux communes qui signent des contrats avec un certain nombre de fermiers, de gens qui gèrent l'eau et qui rendent compte à la commune. Le principe utilisé actuellement, c'est un puits pour 250 habitants. Cela fait qu'on n'atteint pas tout le monde. Des populations continuent d'utiliser les eaux de rivières pour s'abreuver, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc des études montrent que au lieu de prendre un point d'eau pour 250, il faudrait qu'on tienne compte de la densité pour fixer le nombre de points d'eau. Et ça, des discussions avec la DGO et les instances, ça commence à entrer dans les mœurs. Et ce n'est pas encore totalement appliqué partout.
on se rend vite compte que l'arithmétique ne suffit pas dans la mesure où on est en face d'une grande diversité de situations vis-à-vis des ressources en eau et de l'assainissement, voire une grande inégalité entre les pays, à l'intérieur des pays, entre le milieu urbain et le milieu rural, entre les secteurs d'utilisation et sur le plan de la consommation par habitant. Un institut consacré à l'eau, il s'agit de l'Institut national de l'eau du Bénin. Que retenir de cet institut? Eloge Agbossou, faire la lumière sur l'institut dont il assure la direction. L'INE a été créé en décembre 2013, tout simplement. Nous sommes un enfant avec déjà des dents, si je peux ainsi m'exprimer. Parce que il y a la FSA qui s'occupait de l'eau pour l'agriculture. Il y a la FAST qui s'occupe de l'hydrologie et de l'hydrogéologie appliquée avec la GIR. Il y a l'EPAC qui s'occupe des sciences et techniques de l'eau. Donc, dans l'arrêté de création, le ministre a bien pris soin de dire tout ce qui se fait dans ces trois entités et tout ce qui est relatif à l'eau, nous regroupons cela sous la bannière de l'Institut national de l'eau. Mais ça ne s'arrêtera pas là, parce que actuellement nous sommes dans le changement climatique et le changement climatique a des effets sur la ressource. Donc nous aurons des collaborations avec le laboratoire de climatologie, nous aurons donc des climatologues avec nous. Mais l'eau doit être gouvernée d'une certaine façon. Nous travaillons avec la faculté de droit sur la gouvernance de l'eau. Nous allons former donc des docteurs dans la gouvernance de l'eau. Nous travaillons avec les économistes parce que l'eau, c'est un bien économique. Et puis, vous savez, quand vous rentrez dans une maison, c'est une maman ou une jeune fille qui vous apporte l'eau. Donc, nous devons mettre eau et genre. Nous avons des docteurs qui vont se former dans l'eau et le genre. On n'est pas un institut clos. Nous sommes ouverts aux autres facultés, aux autres entités où il y a la formation de l'eau. L'INE, c'est d'abord un établissement à vocation de formation et de recherche. C'est pour ça que c'est implanté à l'université d'Abomey-Calavi. Sa vocation, c'est de permettre la gestion correcte de l'eau dans tous ces états au niveau de notre pays et dans la sous-région. Mais pour que cette gestion puisse se faire, il faut former les cadres qui puissent avoir les compétences nécessaires pour pouvoir faire cette gestion. Vous savez que l'eau est multi-usage. Nous avons donc pour rôle de mobiliser la ressource, de comprendre comment mobiliser la ressource. Donc tout ce qui est hydrologie, hydrogéologie, nous avons comment utiliser l'eau pour l'agriculture. Donc tout ce qui est irrigation, drainage, tout ça. Comment capter l'eau, tout ce qui est sciences et techniques de l'eau et les barrages, tout cela rentre dans notre formation. L'INE, dans sa vision, doit travailler avec les professionnels. Parce qu'on ne peut pas parler d'eau au Bénin sans les professionnels. Ceux qui font les forages, la direction générale de l'eau, les ONG qui s'investissent dans l'eau, tout cela, l'INE travaille avec ces professionnels. L'INE a pour mission d'être le bras scientifique de la direction générale de l'eau, de tous les organismes, toutes les structures qui travaillent dans l'eau pour que des études fondamentales, des recherches appliquées puissent se faire par l'INE. L'INE a pour aussi mission d'être le conseiller du ministère de l'eau en matière d'eau. Tout cela concourt au travail que nous avons commencé à faire. C'est ainsi que l'INE est impliqué dans ce que nous appelons le programme pluriannuel eau et assainissement, financé par l'ambassade des Pays-Bas au niveau de la direction générale de l'eau. Nous sommes impliqués dans le plan Delta qui est en cours d'élaboration. Le plan Delta, c'est-à-dire le Delta de l'Ouémé, comment gérer, comment élaborer un plan pour sa gestion en tenant compte des communes, des aspects économiques, scientifiques, tout ça là. Nous sommes impliqués dans le schéma directeur des bassins versants. Donc l'INE est impliqué dans tous ces travaux et est le bras scientifique de toutes ces structures qui travaillent. En dehors de ce rôle de formation, nous avons mis en place un service de l'ingénierie conseil. Nous devons pouvoir réaliser sur le terrain pour l'État, pour les autres structures, des activités qui vont permettre au pays d'être bien. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans une souffrance terrible. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'énergie. Donc l'INE est bien placé en ce moment pour apporter sa réflexion à la résolution de ces problèmes. Qui dit bras scientifique, dit la réflexion profonde, dit la connaissance de la ressource. Mais nous ne construisons pas les châteaux d'eau. Ça, c'est le rôle des professionnels. Nous ne ferons pas les puits. C'est le rôle des professionnels. Mais c'est à nous de dire aux professionnels comment
il faut faire. Et nous sommes à côté de ces professionnels pour que cela puisse bien se passer. Daouda Momon, directeur adjoint de l'Institut, ajoute. L'INE, auparavant, les recherches que nous menions étaient des recherches dispersées. Maintenant, les professionnels ont voulu avoir un interlocuteur unique avec qui travailler de manière à ce que les grands problèmes qu'ils sont obligés de résoudre en faisant appel à l'extérieur, que cela soit résolu par les scientifiques de chez nous. Et pour ce faire, il faut les mettre dans le même creuset. Donc, l'Institut national de l'eau qui est créé fédère tout ce qui est dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en termes d'expertise, en termes de compétences pour pouvoir mieux former, pour pouvoir mieux répondre aux grands problèmes et en même temps, dans le cadre de l'ingénierie conseil, lier des collaborations avec des grands groupes comme des TARES aux Pays-Bas et tout ça là pour participer non seulement à la résolution des problèmes d'inondation, de barrages et autres chez nous, mais dans la sous-région où nous outiller et apprendre auprès de ceux-là à mieux résoudre ces problèmes. Parce que les Pays-Bas avaient plus de problèmes que nous. Ils ont réussi à résoudre ces problèmes-là. Donc nous avons le devoir de faire de telle sorte que la population ait confiance en nous. Il y a le laboratoire d'hydraulique appliquée à la FAF, le laboratoire d'hydraulique et de maîtrise de l'eau à la FSA, le laboratoire des sciences et techniques de l'eau à l'EPAC, qui continue de fonctionner, mais maintenant sous l'égide de l'INE. Quelles sont les conditions pour être étudiant à l'Institut national de l'eau? Le directeur explique. Pour venir à l'INE, il faut être un scientifique. Donc ceux qui ont fait C ou D ou E, ou à la rigueur eau et assainissement, voilà ceux qui peuvent venir. Que comprendre de la gestion intégrée des ressources en eau? Eloge Abossou explique. L'eau, c'est multi-usage. Et qui dit multi-usage dit conflit. Donc les organisations internationales se sont réunies plusieurs années durant et ont, dans le cadre du développement durable, créé la gestion intégrée des ressources en eau, qui est fondée sur 4 principes. Le premier principe dit que l'eau est une ressource finie. Elle n'est pas, on ne peut pas augmenter ce qui existe. Mais en même temps que c'est une ressource vulnérable. Donc il faut protéger. Le second principe dit que la gestion doit être participative. On doit tenir compte des intérêts de tous les acteurs de l'eau. Mais du fait qu'il y a plusieurs acteurs, il y aura forcément des conflits. Si nous sommes nombreux à vouloir partager la même ressource, s'il n'y a pas un minimum de consensus autour, il y aura des conflits. Et nous savons le rôle fondamental que jouent les femmes dans la ressource. Donc le troisième principe dit d'accorder aux femmes le rôle qui leur est dû, qu'elles participent aux prises de décision au niveau de la gestion de l'eau. Puis le quatrième principe, l'eau est à la fois un bien social, mais un bien économique. Pour aller trouver l'eau du forage, il a fallu des investissements. Donc cette eau ne peut pas être gratuite. Certes, on ne va pas demander aux populations de payer l'eau à son prix de revient. Donc on va écrêter le coût de l'eau. Mais il faut reconnaître que la baignoise utilise l'eau pour fabriquer les boissons. Mais cette eau, ça devient un facteur de production. Donc ça a un coût. Il faut qu'on ait à la fois en tête que l'eau, tout en étant un bien social, c'est aussi un bien économique. Et il faut agir en conséquence. Face à cette réalité multidimensionnelle et complexe de l'eau, la communauté internationale est sommée de développer une démarche au service du développement durable qui place la personne humaine au centre des débats et qui vise le droit d'accès à l'eau pour tous. La GIR concerne tout le monde. Donc on aura des modules GIR à intégrer dans toutes les formations de l'UAC pour sensibiliser les gens. Parce que je sois infirmier, que je sois docteur en médecine, que je sois agronome, que je sois technicien pur, je suis concerné par la GIR. Mais il faut que je comprenne ce qu'il y a dans la GIR, ce que ça signifie. Donc nous avons prévu mettre en place des modules à insérés dans tous les programmes, dans tous les curricula. Mais dans la réalité, la gestion de l'eau n'est pas sans risque. Quels sont les risques qui pèsent sur l'eau? Daouda Momon, directeur adjoint de l'Institut national de l'eau, explique. Les risques liés à l'eau, c'est le problème de contamination surtout par rapport à la santé. Il y a des risques sanitaires qui sont liés au fait que si l'eau est contaminée par rapport à nos activités anthropiques, on peut la rendre dangereuse pour la consommation. Maintenant, il y a des risques liés à la non-maîtrise des quantités. C'est le problème des inondations. Ces problèmes, une fois que les inondations sont là, les moustiques peuvent apparaître et il y a donc des maladies connexes qui apparaissent. Les sécheresses prolongées, ça va agir sur l'agriculture, les produits agricoles et même le cheptel et tout ça. Et donc la sahélisation qui a commencé par s'amplifier ou bien les phénomènes de changement climatique, tout ça là, ce sont des risques de la non-maîtrise ou bien de la mauvaise gestion des dimensions de gestion intégrée de la ressource en eau. L'aménagement
du territoire, si ce n'est pas bien fait, on peut avoir ces problèmes-là. Actuellement, les sachets bloquent les écoulements, donc ça fait que il y a la stagnation, mais il y a les métaux lourds, les piles, les déchets électroniques deviennent des problèmes également. Les antibiotiques que nous consommons, les restes là on jette, leur accumulation peut se retrouver dans la chaîne alimentaire et agir sur les individus et les éléments. L'agriculture industrielle et l'irrigation massive, les eaux usées rejetées avec ou sans épuration dans les villes, la déforestation, de l'érosion due à l'action des hommes, de la construction de barrages et de la canalisation. Les industries ont des impacts importants sur la qualité des eaux. La pollution atmosphérique en provenance de sources multiples a aussi un impact sur les eaux de surface. L'eau transporte tout, ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Et de ce point de vue, c'est un vecteur polluant. C'est-à-dire que si nous salissons l'eau, ce que nous avons mis dans cette eau-là peut se retrouver ailleurs et poser des problèmes en aval. Donc c'est pourquoi, dans la gestion de l'eau, on doit tenir compte et en amont et en aval et au milieu de tous les acteurs pour que les intérêts des uns et des autres soient pris en compte. L'eau peut malgré tout être destructrice. L'eau est victime par ailleurs de gaspillage et des atteintes à sa qualité. Daouda Maman, directeur adjoint de l'Institut national de l'eau, explique. C'est beaucoup lié à nos activités mal ordonnées. Si ces activités étaient bien ordonnées, partout on a un besoin d'économie, d'agriculture et tout ça, mais l'essentiel c'est de prendre des garde-fous et de respecter un minimum. Si je prends par exemple un plan d'eau comme le lac Nokwe, vous avez les Acadias qui sont des activités anthropiques qui sont menées. Vous avez des villages lacustres qui sont là, sans assainissement, on défecte directement. Tous ces éléments-là contribuent. Les déchets de Topa, qui est le plus grand marché que nous connaissons, c'est laissé sur les berges et après, à l'occasion des pluies, ça va directement à ce niveau-là. L'exploitation agricole, les polluants tels que les pesticides et tout ça, si c'est mal contrôlé, ça va se retrouver également dans ces plans d'eau et polluer ces plans d'eau-là. Nous avons le phénomène des nutriments, les civailles, ça fait que nous avons des plantes aquatiques qui prolifèrent par endroits et tout. Quelles sont les conséquences que ces actions développées par les hommes peuvent engendrer sur les éléments de la nature? Daouda Maman, directeur adjoint de l'Institut AFIM. Les conséquences, c'est le problème de maladies hydriques, le problème des inondations qui ont des effets sur la santé également, mais sur la dégradation des infrastructures. Vous avez également les sécheresses qui peuvent apparaître, etc. Et vous avez les produits naturels, les produits halieutiques qui peuvent être affectés. Si ces produits sont affectés, ce n'est pas seulement pour ces produits, mais ça revient dans la chaîne alimentaire et donc constitue une menace pour la population également. Un coup d'eau met parfois des siècles à digérer les rejets provenant de la pollution anthropique. 22 mars, Journée mondiale de l'eau. Daouda Maman, directeur adjoint de l'Institut national de l'eau, explique le choix du thème de l'édition de 2014 de cette journée. Le thème de la journée mondiale, c'est eau et énergie. C'est le Ghana qui nous fournit l'essentiel de notre énergie. Et le Ghana utilise un barrage, donc c'est de l'eau. Pourquoi c'est surtout en mars et avril qu'on a un problème plus sérieux? C'est parce que il y a le niveau de l'eau qui baisse. Donc la fourniture, la production va diminuer là-bas. Et comme eux, ils prennent leur part d'abord avant de nous donner, il y a nécessairement baisse. Une fois qu'il y a coupure de courant, il faut de l'énergie pour faire fonctionner les appareils de refoulement, que ce soit les appareils pour le traitement et tout ça là, ça a besoin de l'énergie. Donc il y a un lien étroit entre l'énergie et l'eau. L'eau peut permettre de produire de l'énergie. Le manque d'énergie peut empêcher d'avoir de l'eau potable et vice versa. Donc vous voyez qu'il y a un lien étroit. Le thème est d'actualité et nous vivons ça tous les jours. À Calavi, on n'a pas de l'eau actuellement à cause des coupures d'électricité. À la question de savoir si les ressources en eau connaîtront une fin, voici les avis des citoyens. C'est une question auquel on ne peut pas répondre maintenant. Parce que avec la pollution, la dégradation de la couche d'ozone, tout ça, on peut dire que l'eau pourrait finir, mais l'eau ne peut pas finir. C'est une question assez compliquée, quoi. Je ne crois pas. Étant donné que nous avons la mer là, regardez l'étendue de la mer. Ça ne peut jamais finir, à condition que la mer finisse. Si la mer finit, là, je peux dire que l'eau aussi va finir un jour. Si l'eau finit, l'homme ne peut plus vivre. Je vais un peu m'appesantir sur les merveilles du bon Dieu. Moi je dis, l'eau ne finira jamais. Quel que soit ce qui se passera, l'eau ne finira jamais. Dieu ne privera jamais d'eau. À moins qu'il ait décidé d'en finir avec son monde. Sinon, l'eau ne finira jamais. 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 Aujourd'hui, les temps ont changé. Car même l'eau va manquer. Même l'eau va manquer.
La crainte d'une pénurie occasionnelle ou permanente dans les pays explique pourquoi des gouvernants ont décidé de gérer plus rigoureusement leurs ressources en eau. Vu l'importance de l'eau dans l'existence de l'homme et des autres éléments de la nature, certaines suggestions méritent d'être formulées pour une bonne gestion de l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il y a des endroits où les gens laissent leur robinet et l'eau, de l'endroit, tout ça là, c'est des pertes d'eau. On peut se contenter de ce qu'on a, donc il faut l'utiliser rationnellement pour les générations à venir. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Ceux qui utilisent l'eau de robinet, il faudrait qu'on améliore nos techniques d'utilisation. Il y a d'autres qui en abusent. Comme conseil, je vais inviter les uns et les autres à ne pas gaspiller l'eau parce que l'eau est un facteur essentiel pour les hommes que nous sommes. Il faut que les gens ne souillent pas l'eau aussi parce que les eaux souillées reviennent surtout par les robinets. Il faut aussi dire que dans les résidences universitaires, il faut que les étudiants gèrent bien l'eau. Parce que quand vous rentrez dans les douches, vous allez voir de l'eau par-ci par-là. Il y a de l'eau qui coule partout. Les gens ouvrent les robinets, les laissent comme ça. Il faut que l'eau soit gérée comme il le faut. Et moi, je voudrais demander aux acteurs du domaine là de faire une sensibilisation par rapport aux populations. Parce que l'eau n'est pas bien utilisée. Les gens, ils utilisent l'eau comme ils le veulent. Parfois même, vous trouvez que des étudiants ont cassé des robinets où l'eau coule, etc. et tout. C'est pas bien. Nous devons savoir gérer cette richesse-là que le bon Dieu nous a donnée. C'est très important. Parce qu'un jour, s'il advenait que nous devrions être en manque d'eau ou que nous devrions être en déficit d'eau, je ne pense pas que le monde existerait encore. Nous partirions tous. Et pour cela, je voudrais inviter les uns et les autres, à commencer par vous qui faites déjà un bon travail sur l'eau. C'est grâce à la sensibilisation que tout un chacun pourra donc prendre conscience. Au Bénin, il y a des régions où les gens manquent cruellement d'eau. Nous, on a la chance à Cotonou, on a l'eau un peu partout. Mais vous allez dans certains villages, le déficit en eau est vraiment cruel. Nos chers mamans sont obligés de faire des dizaines de kilomètres avant d'aller au marigot. C'est de commencer par faire des puits ou des forages de proximité à ces villageois-là qui ont vraiment besoin d'eau avant de survivre. Il faut décentraliser en fait les structures, qu'on ne concentre pas tout forcément à Cotonou. Et de l'autre côté, ils prennent de l'eau malsaine. J'interpelle déjà les pouvoirs publics de penser à ces personnes-là qui sont aussi des hommes comme nous, qui sont aussi des humains comme nous, mais tout simplement à cause de leur degré de pauvreté, ne bénéficient pas de certains avantages que nous avons à Cotonou. Bref, sont défavorisés. Un seul besoin, une seule envie, préserver la vie et le genre humain. Les rivières ne font plus de bruit, il y a du poison dans la pluie qui arrive au loin. Toutes nos forces réunies de tous les pays se donnent la main. Avoir raison de cette folie du monde aujourd'hui qui ne mène à rien. Sauver l'eau est devenu une exigence qui s'impose à tous. L'eau appartient au patrimoine commun de la planète. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable sont d'intérêt général. Mais l'eau douce est en danger. Le visage de la nature, l'eau bleue a double défi. Prise de son, Timothée Yegueyon. Réalisation et présentation, Amidou Saka. Océan, mer, cours et plans d'eau, faune, flore, sol et êtres humains constituent les composantes de l'environnement. L'environnement, discipline transversale faisant appel à plusieurs autres disciplines et à tous les secteurs d'activité. Suivez désormais tous les lundis à 20h sur votre radio, Radio Univers, le visage de la nature. Le visage de la nature, le magazine de l'environnement sur la 108.0 FM. Le visage de la nature, votre programme radiophonique d'information, d'éducation et de conscientisation sur les fondamentaux de l'environnement. Vous êtes éco-citoyen, structure étatique,
privée ou associative, nationale et ou internationale, les questions environnementales constituent votre leitmotiv. Contactez l'équipe de réalisation au 67 88 00 86 ou au 64 70 03 111. Le visage de la nature pour vous donner un regard plus éco-citoyen sur votre milieu de vie. Environnement, l'essence de la vie sur Terre et visage de l'existence du passé, du présent et du futur.